Ce jeudi, le Premier ministre Gabriel Attal a fait plusieurs annonces sur la jeunesse et l'éducation alors que plusieurs cas de violence ont été enregistrés ces dernières semaines dans des établissements scolaires. L'objectif affiché par le gouvernement, c'est de mettre fin à la violence et à la délinquance des jeunes. Mais alors concrètement, qu'est-ce qui a été annoncé et pourquoi est-ce que tout cela fait autant réagir et autant débat? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. De retour donc au bureau et c'est le sujet à la une des actualités du jour. C'est donc à Viry-Châtillon, dans l'Essonne, que le Premier ministre et ancien ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal a fait des annonces sur la jeunesse et les violences des mineurs ce jeudi. Et cette ville n'a pas été choisie au hasard puisque c'est là que Shemseddine, 15 ans, a été tué au début du mois après avoir été passé à tabac par d'autres jeunes près de son collège. Alors que plusieurs cas de violence chez des jeunes ont été dénoncés en France ces dernières semaines, eh bien le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé les premières mesures qu'il comptait mettre en place en attendant des conclusions d'une concertation sur le sujet qui doivent être rendues d'ici à 8 semaines. Mais alors quelles sont ces mesures qui ont été annoncées ce jeudi et qui ont été précisées ensuite dans la foulée? Et qu'est-ce qui fait autant débat? Eh bien première mesure qu'on peut noter, Gabriel Attal a annoncé son souhait de responsabiliser encore plus les parents. Concrètement, il a indiqué que les parents dits défaillants, donc qui manquent à leurs obligations de parents, pourraient être davantage sanctionnés avec des travaux d'intérêt général ou encore des amendes, et ce par exemple s'ils ne répondent pas aux convocations du juge des enfants. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois que le gouvernement utilise ce terme de parents défaillants. En décembre dernier par exemple, c'est Aurore Bergé, qui à ce moment-là était ministre des Familles, qui avait utilisé ce terme, ce qui avait conduit d'ailleurs pas mal de personnes à s'interroger sur ce qu'il y avait réellement derrière. Un parent défaillant, ici ce serait donc un parent qui manque tout simplement à ses obligations parentales, même si tout cela donc reste à préciser dans les prochains jours. C'est en tout cas une première mesure donc qui vise plus spécifiquement les parents et qui fait débat. En effet, certaines organisations et certaines associations estiment que de telles mesures pourraient fragiliser éventuellement encore davantage certaines familles. La députée de la France Insoumise, Farida Amrani, qui de son côté donc est du camp de Jean-Luc Mélenchon, s'estime quant à elle, je cite, dégoûtée par cette posture autoritaire qui consiste à incriminer les parents. Mais d'autres au contraire approuvent cette mesure, par exemple Pascale Morinière, qui est la présidente des associations familiales catholiques, interrogée par le journal Le Figaro, estime que l'objectif derrière une telle mesure, c'est de responsabiliser les parents, et c'est une mesure selon elle pertinente. Autre annonce qui a été faite hier et qui est liée là aussi à la question des parents, Gabriel Attal prévoit de proposer aux parents que leur enfant soit envoyé en internat, je cite, loin de leur quartier. Si, je cite toujours, il commence à y avoir des mauvaises fréquentations. L'objectif selon lui, en proposant donc cet internat, ce serait de permettre aux jeunes de retrouver un cadre. Pour avoir un peu de contexte, selon le ministère de l'Éducation nationale, en 2022-2023, c'est un peu plus de 175 000 places d'internat qui étaient occupées, mais sur un total de 230 000 places qui sont disponibles dans les près de 1600 internats en France. Le gouvernement souhaite donc utiliser ces places vides pour y accueillir certains jeunes. Ils pourraient donc être envoyés dans ces internats, toujours donc avec l'accord des parents, et ce pendant l'année scolaire ou alors seulement pendant le temps des vacances scolaires. À ce moment-là, ils seraient visiblement encadrés par des acteurs de la ville, de la jeunesse ou alors des gendarmes réservistes. Là-dessus, a priori, on devrait avoir davantage d'informations lundi, mais ça fait déjà débat. Et par exemple, dans le journal Sud-Ouest, dans un article que je vous mets directement en description, Olivier Rolly, du syndicat d'enseignants SNES-FSU, estime que Gabriel Attal défend aujourd'hui l'internat, je cite, comme un lieu de redressement et non pas comme un projet éducatif, ce qu'il déplore. On verra donc là-dessus ce qu'il en est. Le deuxième grand axe de mesures qui a été annoncé hier, ça concerne l'école et une volonté affichée par le Premier ministre de rétablir l'autorité à l'école. Première mesure qu'on peut noter, il voudrait que dès la rentrée prochaine, de nouvelles règles systématiquement soient instaurées désormais. Par exemple, le fait de se lever dès qu'un prof rentre en classe, ou alors le fait de faire participer les élèves aux tâches communes de l'établissement. Par ailleurs, on peut noter que les cours d'empathie, donc ces temps d'apprentissage du respect de l'autre qui sont en test dans les écoles maternelles et primaires, eh bien ils seront généralisés dès la rentrée prochaine pour toutes les écoles maternelles et primaires. Ils étaient déjà mis en place jusqu'ici dans près de 1500 écoles. Autre annonce importante, et qui en l'occurrence a quand même évolué depuis son discours hier, donc c'est important de le préciser, Gabriel Attal souhaite proposer un accueil à tous les collégiens
tous les jours en semaine de 8h à 18h. Aujourd'hui, je vous apprends rien, si un collégien a cours de 10h à 16h par exemple, eh bien il peut arriver au collège à 10h et repartir à 16h. Mais donc avec cette mesure, il faudrait potentiellement rester au sein de l'établissement entre 8h et 18h, même quand on n'a pas cours. Alors attention, parce que là-dessus, lors de son discours jeudi dans la matinée, Gabriel Attal laissait penser que désormais ce seraient des horaires obligatoires pour tous les élèves. Mais attention, parce que là-dessus justement, dans une interview qu'il a accordée à BFM TV dans la soirée, il a précisé que ce serait en fait une option proposée aux parents. Autrement dit donc, ces horaires ne seront pas obligatoires. C'est quelque chose simplement qui sera possible uniquement si les parents le demandent et si les parents demandent donc à ce que leur fils ou leur fille soit à l'école de 8h à 18h, même s'il fait donc par exemple un 10h, 16h. Bref, on verra donc concrètement comment est-ce que tout ça est mis en place. Vous l'aurez compris, il y a quand même beaucoup d'éléments encore à préciser. En tout cas, l'objectif affiché par le Premier ministre, c'est d'éviter que les élèves ne traînent dans les rues plutôt que d'être à l'école selon lui. Alors pendant ces heures sans cours, on devrait donc a priori proposer aux élèves plusieurs activités, comme une aide aux devoirs ou alors des activités culturelles selon le Premier ministre. Il faut noter que c'est déjà expérimenté dans certains établissements. Ce sera d'abord mis en place dans les quartiers prioritaires, donc des zones qui sont identifiées comme étant en situation sociale et économique difficile. Alors pour Bruno Bobkiewicz, qui est le secrétaire général du premier syndicat des chefs d'établissement SNPDEN-UNSA, interrogé par France Info, il s'agit d'une bonne mesure sur le papier, mais qui nécessite selon lui des millions d'euros. La question est donc de savoir dans quelle mesure est-ce que tout ça pourrait être financé, et par ailleurs donc qui s'occupera de ces jeunes, des élèves qui potentiellement donc risquent d'être de plus en plus nombreux en classe, pas forcément en classe d'ailleurs, mais au sein du collège, dans le cas où il y a donc des parents d'élèves qui sont favorables et qui souhaitent donc que leur fils ou leur fille reste de 8h à 18h à l'école. Voilà donc pour cette mesure qui risque de faire parler, avec encore une fois donc ce caractère facultatif qui est quand même important à noter parce que ça change de ce qui avait été annoncé initialement. Enfin, ce qu'on peut noter aussi, c'est que Gabriel Attal prévoit de sanctionner les élèves qui perturbent gravement leurs cours, les sanctionner sur leur diplôme, que ce soit le brevet, le CAP ou encore le bac. Autrement dit donc que ce soit inscrit clairement sur leur diplôme ou alors sur leur dossier Parcoursup. Les élèves pourraient cependant supprimer cette mention en effectuant des travaux d'intérêt général au sein de l'établissement scolaire. Là en l'occurrence c'est encore assez flou, tout ça doit être précisé lors d'une concertation, sachant que certains syndicats estiment que ça ne changera pas grand chose, étant donné que la mention d'élèves perturbateurs peut déjà apparaître dans un dossier Parcoursup avec les bulletins des élèves. Par ailleurs, la façon de juger comment définir un élève perturbateur, etc. est quelque chose qui n'a pas été précisé et qui là aussi fait beaucoup débat. On verra donc ce qu'il en est. Enfin, très rapidement pour terminer là-dessus, avant de passer aux actualités en bref, Gabriel Attal a annoncé vouloir durcir la réponse pénale envers les mineurs. Concrètement, il s'est dit par exemple prêt à ouvrir le débat sur la question de l'excuse de minorité. Alors qu'est-ce que c'est que l'excuse de minorité ? C'est un principe aujourd'hui en France qui fait que un mineur est sanctionné moins sévèrement qu'un majeur pour des actes similaires. Gabriel Attal est donc ouvert à une discussion pour remettre en cause cela. Il va aussi réfléchir à la mise en place, je cite, d'une comparution immédiate devant le tribunal pour les jeunes à partir de 16 ans, et ce au lieu de 18 ans aujourd'hui, pour qu'ils puissent être jugés plus vite comme les majeurs. Alors petit rappel rapidement là-dessus, ce que l'on appelle comparution immédiate, c'est ce qui permet de faire juger un prévenu dès la fin de sa garde à vue. Et donc aujourd'hui c'est quelque chose qui est réservé uniquement aux majeurs. Là il y a une réflexion donc pour faire en sorte que dès 16 ans ça puisse être possible. Enfin on peut aussi noter l'annonce de mesures d'intérêt éducatif, donc des éléments assez similaires aux travaux d'intérêt général pour les mineurs de 13 à 16 ans. C'est donc potentiellement une peine qui pourrait être prononcée pour des jeunes de 13 à 16 ans. Voilà donc pour l'essentiel de ces annonces. C'est des annonces qui ont plu à certains de ses adversaires politiques, notamment à droite, même s'ils attendent de leur côté des actes après ces annonces. Par exemple, pour le sénateur Les Républicains de droite, Marc-Philippe Daubresse, supprimer ce que l'on appelle l'excuse de minorité permettrait de supprimer, je cite, un sentiment d'impunité chez les jeunes. Mais pour Myrtis Vinas-Roudière, juge des enfants à Bobigny et interrogé par France Info dans un article que je vous mets en description, un jeune qui n'est pas dissuadé par la perspective d'aller en prison pendant 2 ans, il ne sera
n'aura pas forcément d'avantage par un risque de prendre 5 ans de prison. Voilà en tout cas pour ce qui est des annonces qui, vous l'aurez compris, font beaucoup débat sur plusieurs aspects. On aura l'occasion donc de revenir sur tout ça dans les prochains jours, au fur et à mesure que ces annonces sont confirmées et que les débats sont en cours sur ça. Dites-moi en tout cas dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Plusieurs drones ont été abattus ce vendredi par l'armée iranienne à proximité d'une base militaire en Iran. Aucun dégât ou explosion à grande échelle n'a été signalé selon l'IRNA, l'agence de presse officielle de la République islamique. Alors à l'heure où on tourne ces actus, on ne sait toujours pas d'où viennent ces drones, mais selon les médias américains NBC et CNN, des responsables américains auraient déclaré que les États-Unis avaient été prévenus d'une attaque israélienne sur l'Iran. De son côté, l'armée israélienne a indiqué à l'AFP ne pas avoir de commentaires pour le moment au sujet de ces explosions. Alors ça pourrait être une réponse israélienne à l'attaque de l'Iran qui a tiré 300 drones et missiles sur Israël samedi dernier en représailles à un tir de missile le 1er avril attribué à Israël sur l'ambassade d'Iran en Syrie. Ce tir a tué 11 personnes. En tout cas, de nombreux pays ont appelé à une désescalade entre les deux pays, on vous tiendra au courant. D'ailleurs, à ce sujet, à Paris ce vendredi matin, un homme a été interpellé après s'être retranché dans un bâtiment du consulat d'Iran dans le 16e arrondissement. Il disait avoir des explosifs sur lui et être là pour, je cite, venger son frère selon des témoins interrogés par le Parisien. Selon une source policière citée par le Figaro, il portait effectivement un gilet avec 3 grenades offensives, mais elles étaient factices. À noter qu'il avait déjà été interpellé pour l'incendie de ce même consulat en septembre 2023. Il devait être jugé ce lundi. Il a donc de nouveau été interpellé après s'être rendu lui-même. Deuxième actu, toujours en rapport avec le Proche-Orient, les États-Unis ont bloqué ce jeudi l'adhésion de la Palestine en tant qu'État membre de plein droit à l'ONU. Ce projet d'adhésion, présenté par l'Algérie, a reçu 12 voix pour, 1 voix contre des États-Unis et 2 abstentions du Royaume-Uni et de la Suisse. En fait, si ce vote a été bloqué, c'est parce que les États-Unis ont ce qu'on appelle un droit de veto, comme la Chine, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Et donc ce droit permet à un pays qui vote contre d'empêcher une résolution de l'ONU. Les États-Unis, qui est le plus proche allié d'Israël, estiment que l'ONU n'est pas le lieu pour la reconnaissance d'un État palestinien et que ça devrait plutôt avoir lieu lors d'un accord entre Israël et la Palestine. Troisième actu, en Ukraine, l'armée russe a tiré 36 missiles et drones sur tout le pays dans la nuit de jeudi à vendredi, selon les autorités ukrainiennes. Au moins 8 personnes sont mortes et des dizaines de blessés ont été recensés dans la région de Dnipro, au sud de Kiev, la capitale du pays. L'armée de l'air ukrainienne a de son côté affirmé ce vendredi avoir abattu un bombardier stratégique russe en plein vol. C'est assez majeur car c'est la première fois que l'Ukraine arrive à abattre un tel engin depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Autre info concernant l'Ukraine, le directeur de la CIA a prévenu ce jeudi que l'Ukraine pourrait perdre la guerre contre la Russie d'ici la fin de l'année 2024 si les États-Unis ne lui fournissent pas davantage d'aide militaire. Et justement, 61 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine pourraient bientôt être débloqués par les États-Unis. On suivra ça. Quatrième actu, en Inde, plus de 970 millions d'électeurs, soit près de 10% de la population mondiale, sont appelés à voter à partir de ce vendredi pour les élections législatives indiennes. Le pays s'apprête donc à élire une nouvelle assemblée et un potentiel nouveau Premier ministre. Narendra Modi, le Premier ministre actuel, au pouvoir depuis 10 ans, est déjà favori et devrait conserver son poste lors de ces élections. Depuis l'arrivée au pouvoir de Modi, l'Inde est devenue la 5e puissance économique du monde et la croissance économique du pays dépasse désormais les 8%. Mais Narendra Modi est aussi connu pour son ultranationalisme hindou depuis son arrivée, les inégalités et les violences envers les minorités religieuses, notamment les musulmans, ont augmenté. En tout cas, les résultats sont attendus pour le 4 juin. Cinquième actu, Baptiste, 29 ans, connu pour sa vidéo virale « T'es pas net Baptiste », ne portera finalement pas la flamme olympique des Jeux 2024. C'est ce qu'il a annoncé ce jeudi en accord avec le comité d'organisation des JO. La raison, c'est que plusieurs femmes l'ont accusé sur les réseaux sociaux de leur avoir envoyé des messages et des vidéos à caractère sexuel alors qu'elles étaient encore mineures à l'époque des faits. De son côté, Baptiste Moirot a publié ce mercredi
mercredi des excuses dans sa story Instagram en affirmant avoir commis des erreurs. 6e actu, la plateforme de streaming Netflix a atteint les 270 millions d'abonnés dans le monde et a dépassé les attentes en enregistrant 2,3 milliards de dollars de bénéfices nets sur les 3 premiers mois de 2024, selon un communiqué de l'entreprise américaine. La raison de ce grand nombre de nouveaux abonnés est en partie due à sa nouvelle politique plus stricte sur le partage des comptes entre utilisateurs. En théorie, on ne peut plus partager son compte avec quelqu'un qui n'est pas dans le même foyer que nous, mais aussi à son abonnement moins cher avec de la publicité. Greg Peters, le co-directeur général, a d'ailleurs expliqué que Netflix ne divulguerait plus le nombre de nouveaux abonnements tous les 3 mois, comme c'était le cas jusqu'à aujourd'hui. Netflix devrait désormais plutôt parler de l'engagement de l'audience, donc le temps passé à regarder des contenus. Et on finit avec cette actu culturelle. La chanteuse américaine Taylor Swift a sorti son nouvel album The Tortured Poets Departments ce vendredi à minuit, juste avant d'en sortir un deuxième seulement 2 heures après. Ce double album était en fait une surprise. Le deuxième projet surprise, The Tortured Poets Departments The Anthology, est composé de 16 morceaux du premier album, accompagné de 15 nouveaux morceaux supplémentaires. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Ce week-end, je ne vous en dis pas plus, mais il y aura une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube principale, la chaîne donc Hugo Décrypte, que je vous mets directement en description. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais je vous invite à découvrir tout ça. Le lien de la chaîne est directement en description. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se dit donc à lundi pour le retour des actus.